Dean, le créateur. Hello les rocks, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro de notre rendez-vous mensuel. À la Rock Academy, comme vous le savez, nous parlons beaucoup de leadership, d'entrepreneuriat et de toutes sortes de thématiques qui permettent à chacun d'entre nous de se transformer. Mais notre équilibre ne dépend pas que de nous. En effet, la pleine expression de notre potentiel est relativement conditionnée par notre environnement. Et quand on parle d'environnement, cela commence par la personne avec laquelle on partage sa vie. Comment trouver le juste milieu entre carrière et vie de couple? Est-ce utopique d'avoir des ambitions élevées d'un point de vue professionnel tout en nourrissant le rêve d'une vie de famille équilibrée? Comment développer la résilience nécessaire dans un monde banalisant l'importance d'une vie affective épanouie? Voilà autant d'aspects que nous aborderons avec notre invitée du jour. Madame Joanne Fanou, bonjour. Bonjour, monsieur Ezi. Vous êtes consultante en harmonie des foyers. Bien sûr. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, plusieurs jeunes entretiennent l'idée selon laquelle amour et vie professionnelle sont incompatibles, ou du moins sont à dissocier jusqu'à ce que l'on ait atteint un certain niveau dans sa carrière. N'est-il pas risqué dans une telle posture de devenir prisonnier du temps et de peut-être laisser passer le bon binôme? Merci. J'estime, en tant que consultante en harmonie des foyers et avec tout ce que j'entends, j'estime que le mariage est un projet et comme tout projet, cela nécessite un temps soit peu, un peu de préparation. Cela voudrait dire simplement qu'il faudrait que les futurs mariés se préparent aussi bien au plan spirituel, financier, matériel et tout ce que nous voulons. Mais de grâce, il ne s'agit pas de vieillir avant de se marier, puisque nous avons aujourd'hui des couples qui n'ont que 40 ans, mais qui sont ensemble depuis 20 ans. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de préparation au mariage. Une question de préparation au mariage. Et la société de consommation est responsable d'une course féroce à l'argent, on le sait très bien, et cela détruit beaucoup de couples, ça biaise également les rapports et les attentes. Comment gérer l'élément argent pour qu'il ne devienne pas l'ennemi du couple? Parce qu'on voit beaucoup de couples en fait dans lesquels les problèmes naissent soit du manque d'argent, soit de la gestion de l'argent, en tout cas de l'élément argent. Comment gérer cet élément-là dans un couple? Je pense que il y a des erreurs que les couples commettent dès le début de leur relation qui entraînent cette situation dont vous parlez. Il faudrait déjà que, avant de se mettre en couple, on s'entende sur quelque chose. Avant que Joanne ne se marie à Serge, Joanne était Joanne et Serge était Serge. Chacun de nous a vécu avec des rêves, des projets. Chacun de nous a des ambitions. Donc, cette affaire de dire, on va se marier, je vais t'épouser et je vais prendre soin de toi, je vais m'occuper de toi. Je pense que cette situation entraîne beaucoup de problèmes liés à l'argent. D'accord. La première chose que je recommande, c'est que avant de se marier, on se mette d'accord sur le fait que chacun doit être autonome. Chacun doit gagner l'argent. L'argent est important pour le couple. On ne peut pas vivre sans argent. Et il faut que chaque partenaire sache que je ne vais pas dans le mariage pour prendre l'argent chez l'autre. Je vais dans le mariage pour contribuer aux charges du mariage. D'ailleurs, la loi du mariage, au Bénin le prévoit, chaque partenaire contribue selon ses capacités aux charges du mariage. Donc, c'est une condition qu'on ne pourrait pas mettre de côté et décider de se mettre ensemble. Donc, chacun doit gagner de l'argent. Même si c'est de l'eau que la femme vend, on doit s'entendre dès le début de la relation que tu dois faire quelque chose. Si le monsieur n'a pas de boulot, il y a aujourd'hui ces cas où les femmes disent, puisque moi je gagne de l'argent, on peut se mettre ensemble. C'est des erreurs à ne pas commettre. Un homme qui ne gagne pas sa vie ne peut pas rendre une femme heureuse. Parce que l'homme en toute chose voudrait quand même manifester sa capacité d'homme, voudrait montrer qu'il est homme dans le foyer. Et l'homme qui dépend de sa femme ne pourrait pas faire cela. Il faudrait plutôt amener l'homme à faire quelque chose avant de décider de vous mettre ensemble avec lui. Donc je pense que lorsque chacun gagne un peu d'argent, le problème d'argent ne se pose plus trop.
C'est quand on ne gagne pas, ou bien c'est quelqu'un qui gagne beaucoup, quelqu'un ne gagne pas du tout, on commence pas à dire, tu gères pas bien l'argent, tu sais pas faire ci, tout ça. Quand chacun est autonome, il y a plus de facilité pour le couple à être ensemble, à s'entendre sur les charges du foyer et à faire les choses en commun pour la paix des enfants. Donc si je comprends bien, Madame Fanou, ce que vous nous expliquez, c'est que les partenaires ne s'asseyent pas pour définir préalablement les règles de gestion de l'argent dans leur couple. Donc c'est une question de communication, c'est bien ça, ce que vous expliquez? C'est une question de projet de couple. Je projet reviens de sur couple. ça. Le projet de couple. Vous savez, à 80%, les couples aujourd'hui n'ont pas de projet. En fait, je vois Jacques, il me plaît, je pense qu'il a l'argent, il peut s'occuper de moi, alors je peux l'épouser. Ça ne peut pas marcher. Le mariage, c'est un projet. Parce que si vous entrez dans le mariage à 20 ans et que vous devez quitter ce monde à 80 ou à 70 ans, ça veut dire que vous avez 50 ans de votre existence à passer avec l'autre. Vous ne pouvez pas hypothéquer les 50 prochaines années de votre vie de la sorte en disant, il est bon, il est gentil, il peut s'occuper de moi, et puis vous entrez dans le mariage. Et c'est la base des problèmes dans le foyer. Il n'y a pas de projet. On ne s'assoit pas pour dire, ok, je t'aime, tu me plais, mais c'est ton projet. On veut faire beaucoup de choses ensemble. Alors voilà comment nous allons procéder. Tout ce qui vient après devrait graviter autour de ce projet de couple. Dans 1 an, nous comptons nous marier. Dans 5 ans, nous aimerions faire ci. Nous devons avoir 4 enfants. Nous aimerions faire ceci. Je voudrais être un entrepreneur. Ou bien moi, je demeure fonctionnaire. Mais toi, tu seras femme entrepreneur. Il faut qu'il y ait une entente, qu'il y ait du dialogue. Oui, c'est ça. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas brusquement dans le mariage que la femme va commencer par dire, ah, je constate que les charges commencent par devenir vraiment énormes. Il faut que je fasse quelque chose. Mais vous vous étiez entendu sur quoi avant? Mais il y a non, beaucoup vous n'étiez pas entendu sur ça. Il y a- Donc, c'est le projet, c'est le défaut de projet de Le défaut de couple projet de couple. qui fait que après, il n'y a plus possibilité de communiquer. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous dites. Déjà, vous parliez de la prise en charge, entre guillemets, au début, en disant il ne faut pas considérer que le mariage est une prise en charge de l'un par l'autre, peu importe lequel des conjoints, mais c'est une complémentarité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes s'exprimer au sujet du mariage, un peu comme si il s'agissait d'une prise en charge, et c'est une erreur. La deuxième chose que je note qui est très intéressante, c'est le projet de mariage dont vous parlez. Moi, j'ai l'habitude de dire que ma première entreprise, en fait, c'est ma famille, c'est mon couple. Et je me retrouve dans vos propos parce que quand on parle de projet de mariage, cela implique justement des objectifs, des actions, des phases, des étapes, et donc un plan. Un plan qu'il faudrait établir pour permettre au couple que vous formez avec votre conjoint ou votre conjointe de fonctionner de façon optimale pour les deux. Le dernier point sur lequel je vais rebondir est le suivant. Vous disiez tout à l'heure, si vous vous mariez à 20 ans, par exemple, et que vous devez vivre 70 ans, vous n'allez pas hypothéquer les 50 prochaines années. Mais ça, c'est dans l'optique de rester ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les ruptures sont fréquentes, brutales, rapides, alors qu'elles peuvent faire basculer des vies. Et j'aimerais vous interpeller là-dessus pour savoir quelles sont, selon vous, en dehors de l'argent, les raisons pour lesquelles il est devenu aussi banal de se séparer dans nos sociétés, enfin dans la société moderne. Je pourrais citer comme autre raison le fait que les gens se marient sans un pourquoi puissant. Ils n'ont pas, quand je parle de pourquoi, je parle d'objectifs puissants. Ils n'ont pas d'objectifs puissants avant de se mettre en couple. Donc, Joanne s'est mariée, Yvette se marie, j'ai 40 ans, il faut que je me marie aussi. Quand tu te maries comme ça ne peut pas marcher. Donc, il faudrait t'appuyer sur un pourquoi très puissant. Je me marie pour rendre Jonas heureux. Je me marie pour être une femme d'impact dans mon foyer. Je me marie pour que mon foyer puisse apporter un peu ça à l'humanité. Quand tu as des pourquoi pareils, tu tiens bon dans le foyer. Parce que l'objectif est solide, il est plus grand que toi-même. Ce n'est pas lié à la personne que tu veux épouser, mais c'est un objectif noble
quelque chose qui transcende ton être et l'être de la personne que tu veux épouser et qui apporte quelque chose de plus à l'humanité. C'est très profond ce que vous dites. À part cela, nous pourrons également parler de l'illusion grandissante que les médias apportent aujourd'hui et qui amène les gens à penser que quand on rentre dans le couple, c'est que tout doit être bon. Il doit s'occuper de moi. Quand je dis j'ai mal à la tête, il doit être prêt pour m'acheter mes médicaments. Quand je dis que je dois voyager pour mes congés, il doit pouvoir me le faire. Quand il ne le fait pas, ce n'est pas le bon mari, alors je me retourne. C'est aussi le contraire, hein. Il y a aussi des hommes qui se disent que, ah non, quand je rentre et que tu ne t'occupes pas de moi, Si le repas n'est pas fait à 20h02. Ah non, c'est pas ça. La femme, elle a une vie et l'homme aussi a une vie avant qu'on ne se mette ensemble. Il faudrait accepter tout au moins les défauts, les petits et de l'autre. Mais les médias ne nous permettent pas de comprendre cela. Les stéréotypes, voilà le mot. Les médias ne nous apportent pas cela. Je parlerai également de l'idéalisme aberrant. C'est-à-dire, quand je rencontre l'homme, il est bon. Ah, quand je l'appelle, en même temps, il décroche. Quand je dis, tu es où? Il me dit où il est. Et quand je vais là-bas, je le vois. Ah, donc il est un homme bon. Il ne ment pas. Il ne me trompe pas. C'est de l'idéalisme aberrant. Parce que tu ne peux pas te baser essentiellement sur ça pour épouser quelqu'un. Avant d'épouser quelqu'un, tu dois pouvoir te demander, mais quels sont ses défauts? Est-ce que c'est quelqu'un pour qui il faut faire le petit déjeuner à 6 heures avant qu'il n'aille au boulot? Est-ce que c'est quelqu'un qui va exiger cela de moi? Tu dois aller voir aussi ses défauts. Et toi, mais tu sais qu'en tant que femme, tu ne peux pas faire ça. Alors, mais tu décides de l'épouser, tu dois savoir que tu dois essayer de t'adapter à cet homme. Mais on dit que l'amour rend aveugle. Non, je comprends bien ce que vous dites. Hein. C'est un peu ça. Donc, l'homme a certainement des défauts. Il peut pas être bon. Si l'homme est bon, que tu l'épouses, il y a un souci. La femme, c'est pareil, n'est-ce pas? Enfin, C'est le conseil que vous donnez, bien sûr, vous parlez d'un point de vue féminin parce que vous êtes une femme, mais j'imagine que c'est valable dans les deux sens. Quand je prends le cas de la femme, il y a des femmes, quand il s'agit de leur boulot, on ne parle pas dedans. Ah, c'est son travail qui est son premier mari. D'ailleurs, c'est ce que les mamans nous ont appris tout le temps. C'est ton travail qui est ton premier mari. Il y a des femmes qui sont comme ça. Et à un niveau donné, ça crée des problèmes dans le foyer. Mais tu dois essayer de dénicher ces choses-là chez ta future conjointe et voir, mais celle que je veux épouser, celle-là, quand elle sera avec moi là, si le patron l'appelle à 7 heures, elle est capable de partir, laisser les enfants. C'est un défaut que ensemble vous allez essayer d'arranger. Mais si tu n'obtiens compte de rien de tout ça, tu la mets dans ta chambre. Une fois mariée, elle te dit, chef, moi, mon boulot là, on ne parle pas du temps. Tu vas commencer par voir qu'elle n'est pas la femme idéale. Elle n'est pas la femme qu'il te faut. Non, c'est toi qui n'avais pas fait attention à ces paramètres de sa vie avant de la choisir. Donc, je parle de l'idéalisme aberrant. On se concentre essentiellement sur ce qui paraît être positif. Et on fait le choix. Il faut considérer ce qui est négatif. Il faut scanner d'abord. Voilà, il faut scanner avant de faire le choix. Aujourd'hui, il n'y a plus à faire de l'amour aveugle. Mais il s'agit de l'amour responsable. Intelligence dans l'amour. On ne se marie plus pour la forme. Mais on se marie parce qu'on sait que ce mariage va apporter quelque chose à sa vie. Je dirais aussi qu'il y a l'ingérence des beaux-parents. Et ceci, c'est aussi bien au niveau de la femme que de l'homme. Il y a des parents de certaines femmes qui rendent invivable au foyer à leur gendre. Et c'est ce qu'ils disent que le mari doit faire. Et ce sont eux qui guident le foyer. Je dis bien les parents des femmes, c'est déplorable, mais ça se passe. Il y a également des parents des hommes qui, c'est ça que tout le monde sait, l'humanité, c'est que c'est la belle-mère qui c'est un gros cliché. Mais de plus en plus, il y a des belles-mères du côté de la femme qui embêtent énormément. Et cela est source de beaucoup de divorces aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas? Parce que ça, ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas un phénomène non plus béninois ou africain, ce sont des choses qu'on retrouve un peu partout. Est-ce que le travail est à faire au niveau individuel par les conjoints ou est-ce que c'est un travail de groupe, de binôme qu'ils doivent faire pour faire face? Parce que d'une certaine manière, c'est un peu comme si le couple se retrouve face au monde, à commencer par les familles respectives. Est-ce qu'il faut que le couple se serre les coudes et affronte ça
cette adversité, entre guillemets, ensemble, ou qu'est-ce que vous préconisez? Lorsque vous vous mettez en couple, vous devenez une et une seule personne. Et vous devez savoir que l'harmonie, l'avenir de votre couple dépend de vous deux. Les gens ont l'habitude de dire, le succès d'un couple dépend de la femme. Moi, je dis non. Ça dépend des deux conjoints. Et quand vous vous retrouvez devant l'adversité, c'est ensemble que vous allez œuvrer pour lutter contre ces adversités. Donc, il revient aussi bien à l'homme qu'à la femme de s'entendre pour lutter contre ces choses. La plupart du temps, c'est ce que je constate souvent lors de mes consultations au cabinet. Les femmes se retrouvent seules face aux adversités. La plupart du temps. Les hommes ne parlent pas. Ils s'expriment pas. Ils ne disent rien. Quand je prends par exemple une belle-mère qui insulte sa belle-fille devant ses petits-enfants, l'homme est là, mais il ne réagit pas. Parce que c'est sa maman, ça ne peut pas être comme ça. Donc, c'est ensemble qu'on est. Et ce qui est bizarre, c'est quoi, monsieur Ezine? Il ne réagit pas devant sa mère, je suis d'accord. Il ne fait rien pour éviter ça pour les prochaines fois. Mais dans la chambre, il va dire, ne te fâche pas. Mais c'est méchant. Tu peux pas aller dans la femme, ne te fâche pas, dans la chambre. Déjà là, sur place, tu dois avoir quand même quelques gestes. Tu dois faire quelque chose pour montrer à la femme qu'elle n'est pas une domestique, qu'elle n'est pas là pour être comme une serpillère pour ta mère. Il faut défendre sa femme, comme la femme aussi doit pouvoir défendre son mari devant ses parents. Il ne s'agit pas d'être impoli, mais il s'agit encore, je l'ai dit, d'être intelligent dans le foyer. Et d'être un, comme vous disiez. D'être un et intelligent dans le foyer. Je peux amener ma mère à ne plus embêter mon époux sans parler, sans crier, sans rien faire, ne serait-ce que par mon regard. Elle doit savoir que ce que je suis en train de dire, ça ne se passe pas comme ça avec ces jeunes. Il faut que j'arrête. Mais lorsque vous ne faites rien et vous laissez votre mère manipuler votre épouse comme un petit enfant, des fois, les épouses n'ont même pas la valeur des petits-fils dans les foyers. On les manipule n'importe comment. Ça ne peut pas aller. Donc, c'est ensemble qu'on règle les adversités. C'est ensemble qu'on va au front et c'est ensemble qu'on gagne. Et c'est justement parce que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde de pratiquer ça de façon spontanée que des personnes comme vous existent, des personnes qui sont capables de conseiller justement les couples et de les aider dans une marche vers la résolution des problèmes. Vous savez que nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat à la Rock Academy et vous savez également que les entrepreneurs ont souvent deux conjoints. Je dis souvent, je présente ça de la sorte. Les entrepreneurs ont deux conjoints, leur époux ou épouse et leur business, qui leur mobilise beaucoup de temps. Et ce n'est pas toujours bien accepté par le conjoint, même lorsque, dès le départ, au moment où on se fréquentait un peu, l'un savait que l'autre était amoureux de ses affaires, etc. Lorsque dans la pratique, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de temps qui est consacré au couple, ben, le conjoint qui n'est pas l'entrepreneur le vit parfois très mal. Pour cette catégorie de personnes, est-ce que vous auriez des conseils particuliers? Je parle donc de ces entrepreneurs qui sont obnubilés par leur travail et qui ne trouvent pas toujours l'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Je crois que tout est dans l'attitude. Tout se retrouve dans l'attitude. Dans l'attitude, hein? Dans l'attitude. Tout est dans l'attitude. Je suis entrepreneur, par exemple, et il m'arrive de rentrer chez moi des fois à 2 heures du matin. J'ai laissé mes enfants, je n'ai pas pu cuisiner, comme on le dit, peut-être j'ai laissé des consignes. Mais tout est dans l'attitude que j'adopte lorsque ces situations se présentent. Et c'est par rapport à ces attitudes que mon conjoint réagit. Donc, je pense que les entrepreneurs doivent savoir manager. Ce qu'ils font toute la journée. Mais ils devraient savoir manager à la maison, c'est ça? À la maison. Et quand nous parlons de leadership, les gens pensent souvent que c'est seulement au niveau des entreprises, de leur entreprise, qui doivent développer tout ce que l'Académie Rock apprend, nous apprend. Non, c'est pas seulement dans vos entreprises, vous allez développer ça. La première entreprise, comme monsieur Ezi disait tout à l'heure, c'est la famille.
Et c'est le premier cadre qui nécessite les règles managériales. Donc, Cas il faudrait- d'application. C'est ça, hein, du leadership et de Voilà, du l'entrepreneuriat. leadership. La maison, le foyer. Oui, c'est ça, à la maison. Donc, si vous arrivez à être un bon leader familial, vous pouvez être sûr qu'à 90%, vous allez réussir dans vos entreprises. C'est pour dire que tout ce que vous apprenez pour garder vos clients, tout ce que vous faites comme effort pour que vos clients ne se fâchent pas. Quand je prends un exemple, moi, quand un client vient vers moi et qui n'est pas satisfait, je mets tout en œuvre pour le ramener à la, comment je dirais, Pour qu'il change en fait la vie qu'il a sur vos je services. mets tout en œuvre, tout ce que je peux faire, et la courtoisie, parler calmement, tranquillement. Petit cadeau, un geste. Les petits cadeaux, je peux offrir un service gratuitement juste pour que le client me revienne. Ah, mais il faudrait appliquer ça dans le foyer. C'est mon mari, c'est mon époux, c'est le choix que j'ai fait. C'est avec lui que je passe mes nuits et le matin, c'est lui que je vois avant de rencontrer toute personne. Et si ça ne marche pas avec celui-là avec qui je passe ma vie, ça ne pourrait pas marcher dans mon entreprise. Alors je dois pouvoir tout faire pour que mon mari soit content de moi, qu'il soit heureux de ma voix. Cela demande d'appliquer les règles du leadership familial. Mais ce sont les mêmes règles que nous apprenons pour nos entreprises, que nous allons simplement appliquer à la maison. Très intéressant. Donc, il n'y a pas, quand on comprend ça, il n'y a plus à faire mais tu en fais un peu de trop, mais tu oublies les enfants. Non, il n'y a plus ça. Lorsque tu impliques correctement ton époux ou ton épouse à tes activités, lorsque déjà au boulot, tu as la possibilité de dire, chérie, comment tu vas? Ça se passe bien. Vraiment ici, ça ne bouge pas. Hein. J'attends un client depuis, mais il n'est pas encore là. C'est sûr que je vais accuser un retard ce soir. Je ne suis pas sûre de rentrer avant 20 heures. Quand tu prépares ton épouse à ces petites choses, elle va te voir à 22 heures, mais elle va plus se fâcher. Mais on ignore la personne. Elle appelle, on ne décroche pas. Elle envoie un message, on ne répond pas. Mais ça ne peut pas aller. Et on rentre avec les humeurs de l'extérieur, parfois. La femme que vous avez épousée à la maison est avant tout un être humain doté des émotions, de tout ce que l'homme contient. Et est arrivée à un niveau donné, elle va s'éclater si vous n'arrivez pas à être un leader comme il faut dans votre foyer. Et ce que je dis, cela vaut également pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu rester au foyer juste parce qu'elles n'ont pas pu appliquer ces petites notions de leadership. Chérie, ne te fâche pas. Je ne savais pas que le client allait venir à 20 heures. Je fermais déjà. Quand il est arrivé, ne te fâche pas. La prochaine J'aurais fois, dû tu t'appeler, saurais comment- ça m'a échappé. J'aurais dû parce que t'appeler. ouais. Il y a 3 expressions. Ne te fâche pas. Excuse-moi. S'il te plaît, qui arrange tout dans un foyer où le conjoint est entrepreneur. Mais la plupart du temps, on se dit que c'est mon entreprise, c'est ça qui donne à manger, c'est ça qui fait qu'on vit. Non, c'est pas ça. Le conjoint ou la conjointe ne veut pas entendre ça. Elle a épousé un homme, elle n'a pas épousé une entreprise. Et elle voudrait que cet homme ou cette femme qu'il a ou elle a épousé se manifeste réellement, se comporte réellement avec elle comme un être humain et non de façon automatique en tant qu'entreprise. J'aimerais que vous reteniez cette phrase qui est une punchline dans le monde du hip-hop, du rap, ça veut dire une phrase coup de poing. La personne avec qui vous vivez a épousé un homme ou une femme, elle n'a pas épousé une entreprise. Et tout, si je dois retenir certaines parties clés de votre développement, c'est que tout part de l'attitude. Oui, Tout part de l'attitude. Et vous avez dit quelque chose qui m'a marqué également, c'est en quelque sorte, il faudrait se souvenir que lorsque tout va bien chez soi, on est en meilleure condition pour accomplir de grandes choses à l'extérieur. Lorsque l'on a la paix du cœur, la paix dans un foyer, la sérénité, puisque vous disiez la personne que vous voyez au réveil, que vous voyez avant de vous endormir, c'est la même personne, le foyer peut être un foyer de paix, comme on dit, ou le foyer des problèmes. Tout peut partir de là. Donc, je pense que c'est un argument suffisamment puissant pour ceux qui aiment leur projet. Si vous avez envie de les voir prospérer, sachez d'abord que vous devez faire prospérer votre première entreprise, c'est-à-dire votre foyer. Il y a
plusieurs études, Madame Fenou, réalisées ça et là dans le monde, qui accusent le féminisme d'être une des causes principales de perturbation dans les relations amoureuses. Quel est votre avis à ce sujet? Le féminisme, c'est vrai, c'est un débat qui, quand on commence ce débat, ça ne finit pas. Les hommes n'aiment même pas entendre parler, n'aiment même pas lire ce mot. Ah ben déjà, c'est un mot qu'on a de plus en plus de mal à définir parce même que... le fait d'entendre nos mots là, ça fait mal aux hommes. Mais en réalité, le féminisme, ce n'est rien de négatif. Le féminisme est un mouvement qui a connu une évolution. Et déjà au début, on parlait de l'IFD. L'IFD, c'était l'intégration des femmes au développement parce qu'on s'est rendu compte après la Deuxième Guerre mondiale que les femmes avaient quand même participé énormément à la sauvegarde des administrations pendant que les hommes étaient au front. Mais on ne reconnaissait pas cela. Alors on a je dirais les pionnières de ces mouvements ont voulu qu'on reconnaisse quand même que la femme a une part importante, mais joue une partition importante dans le développement des nations. C'est là que naît le concept de IFD. Mais après, on a compris qu'il y avait des limites. Et ils sont passés au concept de FED, c'est-à-dire femmes et développement. Là, il s'agissait de dire que les femmes n'avaient pas besoin d'être intégrées au développement. Les femmes font déjà partie intégrale du développement. Qui est né sans femme? Quelle entreprise peut naître sans femme? Quel État peut vivre sans femme? Donc, les femmes font déjà partie du développement. Donc, on voulait maintenant accorder aux femmes une place réelle dans le processus de développement. Mais on s'est rendu compte aussi qu'à ce niveau, il y avait des limites parce que qu'est-ce qui se passait? Il y a des places, des postes, on rassemblait les femmes qui n'avaient peut-être pas les niveaux qu'il fallait, qui n'avaient peut-être pas les compétences qu'il fallait. Donc, est-ce qu'il faut rassembler les femmes pour les rassembler? Non. Il y avait des limites. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous avons commencé par parler de genre et développement, qui, lui, maintenant, est un concept plus réaliste, plus équilibré, qui prône l'équité, l'équilibre, l'éradication des discriminations dans les services publics, dans la société, dans les regroupements sociaux et aussi bien dans la famille qui est la première cellule par laquelle on passe avant de parler de développement. Donc, lorsque vous étudiez réellement le féminisme, vous voyez que le féminisme n'est pas quelque chose qui est dirigé contre l'homme ou dirigé contre la paix des foyers. Mais en réalité, le féminisme bien appliqué devait permettre à l'homme et à la femme de bien vivre de façon égale. Bien appliqué, avez-vous dit. Alors, c'est sur ça que moi je veux rebondir, parce qu'aujourd'hui, il y a, comme dans tout courant qui naît, il y a toujours des extrémismes d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est plutôt cette frange-là qui pose peut-être problème aux hommes, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a cette situation-là qui se présente et qui fait croire aux gens que tout ce que fait les féministes, c'est pour empêcher l'homme d'être qui il est et d'amener la femme à la place de l'homme. Mais non, on n'a rien à revendiquer par rapport à ça. Je suis femme, l'homme ne pourra jamais être femme et la femme ne pourra jamais être homme. Nous disposons chacun, selon son sexe, des compétences qu'on ne pourrait interchanger. Donc, il n'y a rien à réclamer. Mais tout ce que les femmes réclament, c'est qu'on reconnaisse qu'elles ont une place au sein du développement de chaque nation et qu'il ne faudrait plus observer ce que nous observons aujourd'hui. Donc, tout ce que les petits groupuscules, les petites choses que les gens font, aujourd'hui les réseaux sociaux favorisent ça. Et puis, parce qu'on entend aussi, on voit également non, ce n'est pas ça le on a des tendances où il y a, exactement, c'est-à-dire qu'il faudrait, j'aime beaucoup votre message parce qu'il ramène chacun à l'essence même du féminisme et ça nous éloigne des dérives que l'on peut observer. Voilà. L'amour est un des sujets qui cristallisent notre attention tout au long de notre vie. Il peut peser lourd dans la balance et lorsqu'on a le bon partenaire avec la confiance qu'il faut et qu'on applique tout ce que vous avez dit, surtout le leadership, on peut donc aller plus rapidement vers l'atteinte de ses objectifs. Mais dans le cas contraire, lorsque les choses ne se passent pas bien,
on peut également en souffrir. Alors, quelles sont les quelques astuces que vous pourriez donner pour surmonter les périodes de crise qui surviennent toujours dans un couple? Je pense que la première chose à faire en temps de crise, c'est de prier. Tout foyer qui n'est pas basé sur Dieu ne pourrait pas tenir. Après la prière, il faut aussi agir. Il ne faut pas prier et attendre que ça tombe du ciel pour que les choses s'arrangent. Alors, j'ai l'habitude de dire que tant que tout n'est pas fait, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Vous priez, vous prendre du recul, le plus souvent, et analyser les choses. Il ne faudrait pas prendre des décisions sur la rate, sur le coup des émotions. Il faudrait cultiver le silence dans le foyer. Il y a certes le silence qui détruit le foyer, mais il y a le silence qui sauve le foyer. Lorsque vous voyez que tout est devenu volcanique et que ça ne va vraiment pas adopter le silence. Je voudrais également dire que lorsque vous faites tout et ça ne passe pas, vous avez tout fait, ça ne passe pas, parce qu'il y a même des hommes ils appliquent le féodalisme encore aujourd'hui, ou bien je dirais, il y a les pervers narcissiques, et quel que soit ce que tu fais, peu importe les efforts que tu fournis, il n'y a jamais la paix. Quand vous êtes dans ces situations, il faut chercher des professionnels de la question pour vous aider. Parce que très vite, on se dit qu'on est bon, qu'on fait tout bien, que tout est bon de son côté. Pourtant, quand on commence par analyser, quand vous êtes avec des spécialistes, on commence par vous aider à décortiquer vous-même vos comportements et vos attitudes dans le couple. Vous vous rendez compte que, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à mon niveau. Donc, j'appelle les personnes qui sont dans des difficultés extrêmes, qui ont tout fait, et ça n'a pas marché, de ne pas penser que c'est le divorce qui est la solution. Il y a toujours quelque chose à faire. Cherchez des professionnels qui pourraient vous aider. Et aussi, n'oubliez pas, aimez-vous vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, il est impossible que vous arriviez à aimer quelqu'un, à accepter ses défauts, à vivre avec ses, excusez-moi le terme, ses bêtises, à vivre avec ses caprices. Il faut que vous vous aimez d'abord. C'est quand on s'aime assez qu'on a la capacité de donner cet amour à celui avec qui on partage sa vie. Et c'est quand on s'aime assez qu'on trouve la force de chercher des solutions aux conflits. Quand vous ne vous aimez pas, vous vous laissez abattre par les situations, vous vous laissez déstabiliser par les problèmes et vous gâtez les choses sans vous en rendre compte. Voilà un peu ce que je pourrais donner comme conseil lorsque la crise persiste dans les foyers. Aussi vrai que la difficile marche vers le succès est moins ardue quand on n'est pas seul, les triomphes ont bien meilleur goût quand on les partage avec les gens qu'on aime. Madame Joanne Famnou, merci de nous avoir apporté vos lumières sur ces questions ô combien importantes et je suis certain que cela permettra à plusieurs couples de bâtir leur relation sur du rock. Votre mot de fin? Merci, Monsieur Zi. Je pense également que ce moment est un moment d'impact. Je parie que toutes les personnes qui auront la chance de voir ces quelques minutes que nous avons passées ensemble auront quelque chose de plus pour leur foyer. Et je prie que cela apporte réellement un impact considérablement dans leur vie et que la paix et l'harmonie puissent venir réellement dans les couples pour la gloire de Dieu. Merci pour ces mots percutants. Vous êtes totalement en phase avec la Rock Academy. Nous sommes ici pour rêver, oser et créer ensemble. Et pour ne rien manquer de nos différents contenus instructifs et ludiques et de notre actualité, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et de créer un compte gratuit sur www.academyrock.com. Madame Fanou, vous êtes désormais ambassadrice de la Rock Academy et j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de notre partenaire Woodin et ce chapeau rock. Merci beaucoup. Un plaisir. La joie est pleine. Merci infiniment. En attendant qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, prenez soin de vous
de votre corps, mais surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.